Et je vais donc donner maintenant la parole au second orateur de cette matinée, M. Ali Sedjari, professeur de droit public à l'Université Mohamed V de Rabat, et qui va nous entretenir du sujet suivant: questions euroméditerranéennes et gouvernance des risques et des crises, entre sens et contresens, résignation et résilience. Chers collègues, vous avez la parole. En vous disant tout d'abord, madame, que j'adore avoir une présidente femme. Elles sont moins dominatrices que les hommes. Oh, alors là. Alors, non, là c'est bon. En fait. C'est bon? Oui. Dois-je répéter ce que je viens de dire? Oui. Parce que j'ai dit que les hommes sont des femmes moins dominatrices, puisque nous parlons de domination, mais en plus ils sont plus tolérants. Et si j'ai dit ça, parce qu'ils vont accorder un peu plus de temps. Je suis très content d'être là avec vous. Je veux d'abord remercier nos amis égyptiens que nous avons reçus dans ce beau pays qui nous a bercé dans notre enfance, qui nous a accompagnés, j'ai dit nous au pluriel, pour le Maroc, pour les pays arabes en général. Qui nous a marqué notre adolescence, notre maturité culturelle. On suivait à la fois tous les chanteurs à l'époque, des épisodes infinis, interminables, égyptiens, qui régnaient dans nos foyers, nos maisons. La culture égyptienne était présente chez nous, était très, très présente. Nous habitons le Maroc d'une terre, mais nos cœurs étaient avec l'Égypte. Maintenant, le temps a changé, voilà. Mais en même temps, je profite pour vous présenter un homme que vous connaissez très bien, le maître d'œuvre de cette organisation. Il s'appelle Jacques Buneau. C'est un homme exceptionnel. À lui seul, il se caractérise par 3 générosités. Il a 3 à lui seul. Générosité du cœur, de l'esprit et générosité humaine. Vous avez vu, il suffit d'interroger à la fois ceux qui sont considérés aujourd'hui comme des héritiers spirituels. Je parle pas, même s'il n'a pas une cathédrale, une église, il y a des héritiers spirituels. C'est qu'il a formé comme génération, comme intelligence, comme esprit, comme militant de la vie. Je parle bien de militant de la vie. C'est énorme, c'est considérable. Je suis très heureux. Il nous a accompagnés depuis longtemps. Nous sommes maintenant pratiquement dans le même navire. Nous sommes à la recherche de cet objectif, à la fois qui nous tient à cœur, c'est de construire une société humaine solidaire, et particulièrement dans la Méditerranée. Alors venons-en à la Méditerranée. Je ne suis ni un spécialiste de l'Antiquité, non moi un historien. Je suis un simple juriste qui est venu du Maroc pour vous vendre un rêve, voir la mythologie, le mythe méditerranéen se projeter dans nos cœurs, dans nos réalités. Le présent méditerranéen est tragique. Le présent méditerranéen est tragique. Nous ne savons pas comment s'en sortir. Et je dirais tout de suite que la situation actuelle de Méditerranée, je ne vais pas vous faire un tour de géopolitique, d'analyse politique, elle est inquiétante, elle est explosive, elle est incertaine. On ne sait plus où va la Méditerranée. Et si Ferdinand Bordel savait ce qu'est devenu la Méditerranée, il aurait certainement créé une autre association concurrente à celle de Jacques Buneau, ou bien fusionner avec lui, développer l'esprit humain, pour développer l'esprit de construction, pas de déconstruction, car la Méditerranée est dans une phase de déconstruction, sans arrêt, à l'opposé de l'histoire, car l'histoire a une option linéaire, c'est la construction, c'est la déconstruction, puis la reconstruction. Or, dans la Méditerranée, il n'y a que la phase de la déconstruction, ni construction, ni reconstruction. Et cela, bien entendu, met l'avenir de la Méditerranée et de la région en situation d'incertitude. Car nous ne sommes pas sortis de la tragédie méditerranéenne. Et la tragédie méditerranéenne est différente de la tragédie grecque. Cette tragédie méditerranéenne est séquentielle. On ne sait pas quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle se termine. Pas de date. Il est à l'origine d'une obsession commune et d'une incapacité politique, qui frise l'inconscience.
c'est le monde de l'inconscient en général, monsieur. Car la Méditerranée est fondée sur une économie, plus simplement l'économie, et non sur une conscience commune, capable de répondre à un projet humain, solidaire. Un monde difficile à rassembler, surtout dans son versant sud, en-delà des appartenances communes et de ses complémentarités multiples. Sans intérêt, la géopolitique méditerranéenne aujourd'hui, pour la comprendre, je pense qu'il faut nécessairement faire pénétrer la profondeur historique, l'étendue géographique, la diversité culturelle et historique humaine de ce qu'on ou l'est. Notre ami Jacques l'a précisé hier, il n'y a pas une Méditerranée, il y a des Méditerranées. Exercice convenu auquel il est difficile d'échapper. L'analyse d'une nouvelle mutation de la géopolitique méditerranéenne doit être lue à travers deux chocs que nous avons déjà abordés hier. Un choc de culture et un choc de futur, pour reprendre la formule d'Alvin Toffler, et un choc de civilisation que notre ami Diana hier avec beaucoup de brio, un choc de culture qui nous permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel nous nous trouvons, les problèmes qu'il pose et les perspectives auxquelles nous devons réfléchir, c'est justement ce choc de futur, lequel n'est pas encore libéré de son passé, plus particulièrement dans sa partie sud. Vous avez toute une partie de communautés humaines qui ne sont pas ni dans la modernité, ni dans la postmodernité, mais ils sont dans le projet, dans le passé. Lequel passé est considéré comme la référence d'un âge d'or. Comment voulez-vous que toute une population humaine se projette dans le passé qui est capable de construire le futur? C'est pratiquement impossible. Le contraste est là, entre le Nord et le Sud. Un Nord qui est déjà arrivé à la postmodernité, à une technologie avancée, et un Sud méditerranéen qui flotte, qui se combat pour le passé, pour la gloire du passé. Par conséquent, nous sommes à la fois deux dimensions culturelles, deux visions complètement opposées l'une de l'autre. Car en Méditerranée, ce n'est pas le futur qui est imprévisible, mais c'est le passé qui confisque nos jours et qui confisque les voies de l'avenir. Dans le contexte méditerranéen, aujourd'hui, deux spectres entrent la Méditerranée. L'islamisme d'une part et le populisme d'une part au nord. Populisme au Danemark, qui pouvait l'imaginer, en Autriche, qui n'est pas méditerranéen, mais simplement je cite, France, l'Espagne, un peu partout. On est dans les voies tout à fait contraires, opposées à l'histoire. Les forces du passé sont plus fortes que celles de l'avenir et que celles de l'humanité. Le monde méditerranéen se zémorise. Il y a une tendance à la zémorisation de l'espace méditerranéen. Deuxième choc, le choc des civilisations. Nous l'avons entendu parler. Au moment où cette théorie a été débattue, j'étais contre cette théorie. Mais en tout cas, je suis revenu à la fois pour partager cette formule de choc des civilisations. Comme je viens de le lire, il y a une aire géographique qui sépare le nord du sud. La modernité, la tradition. Le conservatisme, la technologie. Et puis, je reprends ce qu'il a dit, la formule, c'est Hassan hier, que je le reprends à mon compte. Cette différence énorme entre la mondialisation, la globalisation et l'universalité. La mondialisation au nord, la fermeture au sud, le cloisonnement au sud. C'est la seule région du monde qui n'est pas intégrée dans la Méditerranée. C'est la Méditerranée du Sud. C'est la seule région du monde qui n'est pas intégrée dans la globalisation, qui est dans la territorialisation, dans la frontalisation. C'est la seule région au monde qui défend encore la singularité, la spécificité, l'islamité contre l'universalité, de manière générale. Et cela, bien entendu, crée le conflit latent, étend les frontières entre le nord et le sud. Cette Méditerranée, ce microcosme du monde, coexistent des nations qui représentent toutes les formes imaginables des institutions représentatives, d'organisations politiques et sociales, reflétant une grande hétérogénéité du monde culturel. Les printemps arabes, qu'on a considérés à un certain moment comme temps de révolution, bien le contraire, ont révélé les contradictions sociales arabes restées influencées par des thèses radicales.
l'instauration de la démocratie et la constitution de l'état de droit se sont avérées très difficiles, longues, jamais à l'abri de recul en arrière, qu'un tout simplement des sabotages. Alors, pour comprendre cette géopolitique, on dira tout simplement que la Méditerranée actuelle est ballottée entre deux situations, un réel et un avenir. Un réel inquiétant, fracturé, fiévreux, tactique, avec ce jeu, mais dans les styles opposés, les politiques contradictoires, résume assez bien les attitudes que l'on retrouve chez les uns et les autres. Un avenir incertain, mais possible, qui reste ouvert, qui exige deux choses, un combat collectif qui doit être accompagné par des refondations, et ce sont les deux points que je vais vous présenter. D'abord, le présent, le réel. Un réel inquiétant, troublé, perturbé, fracturé, marqué par deux paradigmes fondamentaux. Un univers de complexité aux multiples paradoxes et un univers empreint de projets, d'idées et de pensées. D'abord, un univers de complexité aux paradoxes multiples. Parmi ces paradoxes, on notera d'abord un espace de conflit avec des différences profondes, lesquelles devraient se creuser toujours plus, au moins, par une ère de forte dissonance. Deuxième paradoxe, dans le système monde méditerranéen, si l'on peut affirmer que le milieu et les relations économiques ont tendu à uniformiser le paysage, cela ne vaut pas pour les événements politiques et historiques survenus dans les différents pays du pourtour. Troisième paradoxe, dans les faits, l'ère géographique méditerranéenne, il y a une disjonction entre les deux rives, européennes d'une part, nord-africaine, moyen-orientale de l'autre, qui présente 4 fractures. Fracture démographique, nous connaissons à la fois le poids de la démographie au sud et les problèmes qui dégagent au niveau de l'emploi, au niveau de la sécurité, au niveau de l'encadrement, au niveau des besoins, etc. Donc je ne me m'attarderai pas là-dessus. Une fracture géoéconomique. Les pays de la rive nord appartiennent à l'ensemble des régions du monde les plus riches et s'inscrivent de manière stable dans l'économie économique internationale, alors que ceux de la rive sud, sud-est se caractérisent par des taux de croissance plus élevés et restent marginaux dans le cadre mondial. Troisième fracture, paradoxe politique, puisque en termes d'organisation et de conception politique, au sud, la notion de démocratie, des droits de l'homme, des libertés, des droits de la femme plus particulièrement, ne sauve pas l'apanage de tout le monde. Il y a là un décalage énorme entre les deux rives. Et enfin, une fracture culturelle et civilisationnelle qui se situe dans de temporalités opposées et différentes. Conflits religieux très graves, très présents aujourd'hui. Conflits de modernité. Des systèmes d'évolution tout simplement qui sont devenus des temps sociaux. Si les sociétés du Nord ont intégré le progrès, la technologie, les sociétés du Sud sont restées attachées à des référents qui sont pour elles-mêmes des repères identitaires. Un univers empreint de projets, d'idées et de pensées. Il y a très peu de constitutions du Sud du mois qui se réfèrent à la Méditerranée. Il y a très peu d'élites qui défendent la Méditerranée. Il y a très peu d'universités dans les pays du Sud qui étudient la Méditerranée, qui ont des centres de recherche de la Méditerranée. Il y a très peu de groupes parlementaires qui sont spécialisés dans la Méditerranée. Il y a très peu de sociétés civiles qui s'engagent dans la Méditerranée. La Méditerranée est absente dans le débat populaire, dans les débats sociaux, dans les débats politiques, dans les organisations intellectuelles. L'idée de la Méditerranée relève tout simplement du discours politique. Et ça s'arrête là. Un univers en panne au niveau intellectuel. L'université du Sud, nos universités du Sud, ne consacrent pas de centres de recherche. Il n'y a pas de matière sur la Méditerranée. Très rares des pays, très rares universités qui enseignent en Méditerranée. Or, on sait aujourd'hui que les universités dans le monde ont révélé à la fois leur prouesse dans la fabrication des idées, dans la fabrique des idées, dans l'élévation du niveau de la conscience humaine, des esprits humains. Par conséquent, les universités ici sont appelées à s'associer à ce rêve méditerranéen. Dans ce contexte, on mettait
dans ce contexte méditerranéen, comment se présente le futur. C'est un futur, comme je viens de vous le dire, incertain, et qui reste ouvert et qu'il est possible. Si l'on prend en vérité que la grande paix et la vraie guerre étant mortes ensemble, selon la formule du général Boffre, la Méditerranée serait-elle condamnée à vivre une crise permanente? Et la Méditerranée dans des situations d'insécurité et d'instabilité structurelle. Il faut poser la question avec beaucoup de réalisme sur cette perspective peu encourageante qui pourrait interdire un projet de paix et de sécurité global et mine tout développement commun. Mais il faut aussi éviter l'irréalisme qui consisterait à gommer la trop grande complexité de la Méditerranée pour réfléchir sur des projets impossibles. Ceci pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité méditerranéenne, et qu'il y a deux hypothèses à envisager, pour changer le cours de l'histoire de l'univers méditerranéen. Faire de la Méditerranée un combat, lequel combat doit absolument être suivi par des refondations nécessaires et qui s'imposent aujourd'hui urgentes. D'abord, le combat. Dans ces géopolitiques de crise, il y a de mon point de vue deux combats majeurs. Si l'on veut faire une traçabilité pour un avenir euro-méditerranéen partagé, solidaire et durable. Premier combat, travail collectif, comme nous le faisons aujourd'hui, de l'ensemble des acteurs, de l'ensemble de la société civile, universités, politiques, élites, artisans, poètes, etc., pour valoriser l'intelligence collective et en même temps appuyer, réformer de manière urgente les systèmes d'éducation et de formation, de manière générale, qui sont appelés à agir au niveau du cognitif, plutôt que changer à la fois la position de cognitif, changer notre affectif et changer notre regard par rapport à la religion, sortir d'une lecture cloisonnée. Deuxième combat relève de l'ordre politique qui consiste à contrer les forces centrifuges, comme l'a dit hier mon ami Jacques, les forces de la démesure, de la déraison. Ceux-là doivent avoir à la fois en face des politiques responsables, dominées par l'éthique, par l'amour de leur pays, de l'intérêt général, de l'humanité, convaincus qu'il n'y a d'intérêt à partager que dans la Méditerranée. Et cela va avoir un ordre civique de la politique, une vision tout à fait humaine de la politique. Ces deux combats doivent être suivis par des refondations nécessaires, car nous sommes face à un moment de vérité historique, de transition historique, où chacun doit assumer ses responsabilités. Et de quelle refondation parlons-nous, s'agit-il? 4 refondations nécessaires. Première fondation, une refondation politique, qui signifie que les chefs d'État aujourd'hui, ou ceux de demain, doivent assumer leurs responsabilités face au destin de leur société, au destin de la région, au destin de l'avenir de la Méditerranée, pour réfléchir sur un projet historique commun bâti sur des relations de confiance, de tolérance, de dialogue et d'écoute mutuelle. Refondation économique. En instaurant une zone de prospérité partagée, car à l'image de ce que s'est fait dans l'Union européenne, des politiques structurelles de l'espace méditerranéen, à l'image de ce qui a été réalisé au sein de l'Union européenne vis-à-vis des régions défavorisées. En termes simples, en termes juridiques et politiques, deux principes, un principe de subsidiarité et un principe de péréquation qu'il faudra intégrer dans ce projet euro-méditerranéen. Troisième refondation, une refondation humaine où les valeurs de liberté, les droits de l'homme, mais la dignité humaine tout court seront respectées, faisant de l'homme une centralité méditerranéenne. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une fondation intellectuelle et culturelle. Là où les politiques ont échoué, la culture peut le réussir. Et c'est une conviction profonde. Il consiste à clarifier le vocabulaire,
à se débarrasser de certains clivages linguistiques et culturels. Il faut que le mot change de sens. Xénophobie, racisme, sectarisme, zémorisation, etc. Et j'en parle. Les mots changent de sens et qu'ils soient remplacés par d'autres. Une véritable rupture épistémologique. Une véritable rupture épistémologique s'impose où le rôle de l'école, ici, et de l'université sont indispensables pour changer les esprits, pour élever le niveau de la conscience et rapprocher les humains autour des valeurs communes civilisationnelles. En conclusion, l'avenir n'est jamais mort, disait Balzac. L'avenir n'est jamais mort. Mais pour donner naissance à l'espace méditerranéen, il faut agir, comme disait Edgar Morin. L'espoir, c'est l'action. Il faut agir. Camus nous a démontré que même sans raison d'espérer, on peut toujours se battre. Ce que nous faisons, ce que Jacques nous a invités. Et merci. Merci beaucoup, mes chers collègues, pour ce plaidoyer vibrant pour l'unité de la Méditerranée et pour le rôle de l'éducation, qui est certainement le meilleur facteur d'unité ou d'unification dans des situations de fracture telles que vous les avez décrites. Alors, je donne la parole à la salle ou à nos collègues distants s'ils souhaitent intervenir. Je peux regarder aussi les écrans qui sont là. Donc, qui souhaite poser une question ou faire une intervention, une remarque sur cet exposé? Alors, 2 personnes. Donc, attendez, il faut le micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, monsieur. Merci beaucoup. Je aussi Ali pour cette intervention très stratégique qui entre dans le domaine de la géopolitique de la Méditerranée. Et je voudrais seulement dire que l'actualité n'est pas très pessimiste. Il y a beaucoup de choses qui existent et la nouvelle génération au sud, elle est ailleurs, elle n'est pas conservateur du tout. Il y a une intégration par la mondialisation. Mais le problème que je pose ici, quelle est la différence entre la mondialisation? Est-ce que la mondialisation, c'est l'intégration et l'oubli complet de sa culture? J'ai posé hier la question de l'universalisme comme remplaçant de la mondialisation. L'universalisme permet à chacun de reconnaître sa valeur, en même temps d'être intégré dans le tout. Et la mondialisation, tout le monde sait que c'est une mondialisation de la culture américaine. Est-ce qu'on peut accepter ça? On ne peut pas plumer les Méditerranéens du Sud et défendre leur culture, comme on ne peut pas plumer les Français de défendre leur culture. La culture est très importante pour l'identité, mais on peut être à la fois Méditerranéen du Sud et un cosmopolite. C'est possible. C'est pas la condition pour être intégré dans la mondialité, c'est pas de laisser tomber sa culture complètement. Je n'accepte pas, je ne pourrais pas accepter ça. Et ça, c'est la démarche qui existe actuellement au niveau de la mondialisation. En fait. On peut constater l'état de l'étude de l'histoire, la guerre contre l'histoire
et Jacques elle connaît bien, et chaque année, elle débat pour garder le cours de l'histoire à la fac. Pourquoi on est en guerre contre l'histoire? Parce que l'histoire, c'est la condition essentielle pour garder l'identité. Et la mondialisation ne veut pas que le peuple garde leur identité. Donc, oui, pour l'universalisme, mais non pour la mondialisation, en fait, dans le sens économique, dans le sens de l'intégration. Et dans les pays... Oui, voilà, posez votre question parce qu'il y a, je crois, une autre... Non, mais c'est un commentaire, et c'est juste pour donner l'espoir au professeur Ali Sadjari qu'au Sud, il y a des mouvements, mais ce n'est pas le même mouvement de la mondialisation. Merci. Vous posez beaucoup de questions, c'est Hassan, qui demande une journée de réflexion ensemble. D'abord, je ne suis ni pessimiste ni optimiste, ni l'un ni l'autre. Et je refuse carrément cette hypothèse parce que depuis que j'ai commencé à enseigner, j'entends pessimiste. Dès que vous ne partagez pas une idée avec l'autre, vous êtes pessimiste. Dès que vous partagez avec l'autre, vous êtes optimiste. Nous ne sommes plus dans cette logique aujourd'hui de pessimisme ou optimisme. Non, nous sommes dans la manière de réfléchir ensemble quel type d'action devrions entreprendre ensemble pour l'intérêt général, l'intérêt commun, l'intérêt de la région, l'intérêt de l'humanité ensemble. Et cela, ça mesure par notre capacité à agir. Nous, de notre niveau, on agit en avant. On n'arrive pas, on n'est pas dans l'optimisme ou dans le pessimisme. Et puis les jeunes ne sont plus dans l'optimisme, ils sont dans la mythologie, ils sont dans la pensée, ils sont dans l'idée, ils sont dans l'attente. Ils ne sont plus. Ce sont les États, ce sont les systèmes politiques qui créent cette situation d'optimisme, qui partagent des idées. Et ceux qui sont en pouvoir zone, il y a une exigence politique et éthique, c'est d'agir, c'est de faire face. C'est une exigence. Dans le pessimisme. Mais la situation est catastrophique. Et je ne suis pas pessimiste, je le dis à travers de donner l'attente, comme s'exprime, le cas de l'université, de la jeunesse aujourd'hui. Il y a un décalage énorme. Bien. C'est la mondialisation, c'est la culture. La mondialisation, certains l'ont qualifiée d'heureuse, d'autres malheureuse. Mais dans tous les cas, il s'impose à nous, que vous vouliez ou pas. Il s'impose. On ne la crée pas. On n'a aucune maîtrise à la fois sur les outils de la mondialisation. Vous devrez prendre le train, le TGV, vous devrez rester à l'écart. Et vous êtes futur. Simplement, on ne peut aborder être membre de la mondialisation que dès lors où on constitue une force régionale. Force régionale, force économique, force sociale et politique. Et c'est un mouvement de l'histoire. Il ne faut pas l'arrêter pour suite. Comme vous ne pouvez pas arrêter les GAFAM d'aujourd'hui, la technologie moderne. C'est impossible. Pour le pas. Maintenant, bien sûr, là, vous pouvez résister tout le temps. Parfois, ça ne sert à rien, même si vous résistez. Pardonnez-moi. Il faudrait que vous puissiez écourter votre réponse pour qu'on entende l'autre question qui doit vous être posée. Et je vous recommande après de continuer cet échange passionnant. Mais nous avons une autre communication. Nous avons rapidement sur la culture. Répondez, mais voilà. Sur la culture, là aussi, je ne suis pas d'accord. La culture est devenue aujourd'hui un produit marchand. Ça se vend. Vous êtes capable de vendre. Ce n'est plus un élément identitaire. Ce n'est plus. Il ne marque pas. Ce n'est pas le marqueur d'une identité. C'est la capacité à vendre sa culture sur le plan international, par l'art, par le cinéma, par le film, par la production scientifique, par la recherche et tout ça à la fois. Il faut sortir de cette dimension identitaire pour se doter d'un statut international. Merci. Alors, rapidement, la seconde question, il faudrait donner le micro à monsieur, s'il vous plaît. Ah, vous l'avez, très bien. Et une réponse rapide, s'il vous plaît. Alors, d'abord, merci, professeur Sadjari. Je vais essayer d'être très, très bref et abonder peut-être dans le sens du professeur Abdelhamid et disons, reformuler, non pas en termes de pessimisme et d'optimisme, mais plutôt, à vous écouter, j'ai l'impression que vous avez pris le parti d'un historicisme, un peu à la Haroui, c'est-à-dire la modernité comme horizon indépassable et horizon vers lequel la civilisation arabo-musulmane, ou tout du moins le bord sud de la Méditerranée, devrait tendre. Ce qui me semble discutable
que ce soit en termes de lecture historique. Et d'ailleurs, ce qui est déjà discuté, et il a été discuté dans les années 70 à 2000 par des intellectuels arabes, et notamment marocains. Je pense notamment à Mohamed Abed El-Jabri, qui, en bref, nous explique qu'on ne peut pas jeter 14 siècles d'histoire à la poubelle et qu'il convient de chercher dans notre Torah, donc dans notre héritage, les éléments du renouveau, et qui me semble être une démarche qui permettent à l'optimisme, et je finirai par une autre touche d'optimisme. Il y a énormément de penseurs qui critiquent ce Torah, qui se le réapproprient. Je pense notamment qui vient de décéder en 2019 à Mohamed Chahnour sur sa vision du Coran. Donc, comment vous vous positionnez par rapport à ça et par rapport à la question de l'historicisme? Merci. Non, loin de moi l'idée de rejeter 14 siècles, d'effacer 14 siècles de l'histoire de la carte. Loin de moi l'idée. L'idée, tout simplement, comment mettre cette culture dans le cadre de la mondialisation aujourd'hui du monde qui change. Sédar Senghor disait, la civilisation est une auberge espacielle. Chacun apporte quelque chose. Nous devrions apporter quelque chose à la civilisation au domaine d'aujourd'hui. Par la production scientifique. Lisez le rapport sur le monde arabe de 2003 et de 2008. Qu'est-ce que vous allez trouver en matière de production scientifique pour ne parler que du sujet que nous réunissons ensemble? 0,1% de tout le monde arabe réuni en matière de production scientifique. 0,01 dans la traduction scientifique, c'est l'équivalent du Portugal. Le produit national brut de tous les pays arabes réunis, c'est l'équivalent de l'Espagne et du Danemark. Alors que vous dites, c'est la réalité. Je ne suis pas en train de rêver ni de casser. Simplement de chercher comment traduire l'élan, de pénétrer la civilisation du monde. La civilisation est humaine, il n'appartient à personne. Simplement, il s'est avéré à un moment donné de l'histoire où certains créent plus que les autres, plus rapidement que les autres. Ainsi va le monde, et ça devient une civilisation commune. Et nous sommes dans une époque espagnole. Si nous n'avons pas compris ça, ce n'est pas à nous de refermer l'histoire, c'est aux autres de s'ouvrir sur l'histoire. Moi, je suis déjà ouvert. La Haroui est ouverte, mais ils ont tout simplement dénoncé la fragilité des systèmes d'éducation et de formation. Ils ont développé à la fois la myopie des systèmes politiques, et donc ils ont œuvré pour un monde arabe ouvert. Le monde arabe, il est fermé aujourd'hui. Merci beaucoup. Je crois que nous allons mettre fin à cet échange qui mériterait certainement beaucoup d'autres. Jamais. Voilà. Mais les meilleures choses ont une fin.